Dans ce nouveau numéro des Salauds de l'Histoire, je vais vous parler de l'un des pires tortionnaires de la Seconde Guerre mondiale, celui que l'on a surnommé le boucher de Lyon, Klaus Barbie. Officier SS et chef de la Gestapo dans la capitale des Gaules, Barbie est un bourreau froid, cruel et sans pitié, responsable de la mort de 4500 personnes. L'arrestation et la mort de Jean Moulin, c'est lui. La rafle des 44 enfants juifs du refuge d'Isieux dans l'Ain, c'est encore lui. Après la guerre, la France demande l'extradition de Klaus Barbie. Mais pendant presque 40 ans, il va réussir à échapper à la justice car il est protégé par les services de renseignement, notamment américains, qui se servent de Barbie pour traquer les communistes. Et ce sont encore eux qui vont lui permettre de prendre la poudre d'escampette à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, continent qui grouille d'anciens nazis. Mais grâce à la détermination et à l'énergie des chasseurs de nazis, Serge et Beat Klarsfeld, la cavale du fugitif Barbie va prendre fin au début des années 80. Remis à la justice française, Klaus Barbie va répondre de ses crimes lors d'un procès historique à double titre. C'est la première fois qu'un homme est jugé en France pour crime contre l'humanité et c'est aussi la première fois qu'un procès est intégralement filmé. Entrée dans l'histoire présente les Salauds de l'Histoire avec Éric Brunet. Le 11 mai 1987, à la cour d'assises du Rhône du tribunal de Lyon, la tension règne. La cour. 800 journalistes du monde entier jouent des coudes, munis de caméras, d'appareils photo et d'enregistreurs pour ne pas rater l'ouverture d'un procès hors norme, celui d'un individu dont le seul nom pétrifie tant il est le symbole des sombres années de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande, Klaus Barbie. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. 113 associations se sont portées partie civile, défendues par 39 avocats et des centaines de témoins sont attendus à la barre. C'est du jamais vu. Et comme le procès va être filmé, une première en France donc, rien n'a été laissé au hasard. Une régie a été installée à l'intérieur même de la cour d'assises avec 4 caméras fixes. Il y a aussi beaucoup de policiers pour assurer la sécurité du procès car Barbie est menacé de mort par des personnes qui veulent se venger de ses crimes. 11 mai 1987, donc 13h04. Le président et la cour entrent dans la salle des pas perdus, totalement réaménagée pour servir de salle d'audience en raison de l'ampleur du procès. Le président déclare l'audience ouverte et demande que l'on fasse entrer l'accusé. Une porte s'ouvre et c'est un vieil homme de 74 ans, aux cheveux blancs et en costume cravate qui entre dans la salle, menotte au poignet. Il prend place dans le box des accusés, derrière une paroi vitrée. Ce Barbie-là n'a plus rien à voir avec ce jeune homme au regard clair, fier de porter l'uniforme nazi sur les photos en noir et blanc prises pendant la guerre et qui ont été pendant près de 30 ans le seul portrait qu'on avait de lui. Mais c'est pourtant lui, Klaus Barbie, le monstre, le criminel nazi, celui dont on a attendu l'extradition pendant 40 ans, est déjà condamné 2 fois, mais par contumace. Cette fois, il est bien là, en chair et en os, jugé à Lyon, la ville où il a commis ces terribles exactions que l'histoire a trop longtemps oubliées. Et voilà que débute ce procès qui va durer 9 semaines, 9 longues semaines, où Barbie ne fera aucune excuse et où il défiera la justice avec cette phrase qui symbolise tellement son cynisme « C'était la guerre, et la guerre, c'est fini ». Écoutez maintenant cette voix. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé, ni jamais allé à la Gestapo Lyon. C'est celle de Klaus Barbie du temps où il prétendait encore s'appeler Klaus Altmann et tout ignorer des crimes dont on l'accusait. Klaus Barbie a toujours été un nazi, pur et dur. À l'âge de 20 ans, en 1933, l'année où Hitler accède au pouvoir et devient chancelier, Barbie adhère aux jeunesses hitlériennes. À 22 ans, il s'engage chez les SS. Une année plus tard,
Il devient membre du parti nazi où il rencontre sa future épouse, Regina Wilms, avec laquelle il aura 2 enfants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Barbie, sous-officier SS, est envoyé aux Pays-Bas après l'invasion du pays. Là-bas, il traque les juifs, les francs-maçons et les émigrés allemands. Il fait tellement de zèle qu'il devient officier. Il est promu lieutenant quelques mois seulement après sa prise de fonction et il reçoit d'ailleurs la Croix de Fer, l'une des plus hautes distinctions de l'administration nazie. Après quelques mois en URSS, c'est au printemps 1942 que Barbie arrive en France. Il parle bien notre langue, il prétend avoir des ancêtres français, côté paternel. Après 2 missions dans le département de l'Ain puis à Dijon, Barbie est nommé en novembre 1942, après l'invasion de la zone libre par les Allemands, à la tête de la section 4 de la Gestapo, la police allemande. Il prend ses fonctions dans la ville de Lyon, mais sa zone de couverture couvre aussi les départements des Savoies, le Jura et les Vosges. Sur ses ordres, beaucoup de personnes sont arrêtées, torturées et assassinées. En février 1943, Barbie fait irruption avec ses hommes au siège lyonnais de l'Union générale des Israélites de France, une organisation créée par le régime de Vichy pour aider les Juifs. Mais l'UGIF mène aussi des actions clandestines. Elle organise des filières d'évasion pour permettre aux Juifs de quitter la France et place des enfants dans des familles non juives. Et ça, Klaus Barbie le sait. Alors pour arrêter le plus de monde, la Gestapo dresse une véritable souricière. Pendant des heures, elle attend et arrête tous ceux qui se rendent à l'Union générale des Israélites de France. Au total, 86 personnes sont interpellées. Elles sont ensuite internées au camp de Drancy, puis déportées vers les camps d'extermination. Seules 3 personnes survivront à cette série d'interpellations et reviendront des camps de la mort. Cette même année 43, en juin, c'est sous la direction de Klaus Barbie que Jean Moulin, qui représente le général de Gaulle en France, est arrêté à Caluire, dans la banlieue de Lyon, avec 6 autres résistants. Barbie ordonne que Moulin soit torturé avant de le conduire à Paris. Mais Jean Moulin meurt de ses blessures dans le train qui le transfère en Allemagne en juillet 1943. Barbie dira de Jean Moulin qu'il a été son meilleur ennemi. En 1944, le chef de la Gestapo lyonnaise ordonne encore plus de rafles, de tortures et d'exécutions de juifs, de maquisards et d'otages accusés de soutenir les résistants, de femmes, d'enfants. Le 6 avril, à Isieux, dans le département de l'Ain, 2 camions de la Wehrmacht et une voiture de la Gestapo déboulent dans une vieille bâtisse qui sert de refuge à une colonie qui héberge des enfants juifs pour la plupart. Dépendante de l'œuvre de secours aux enfants, la colonie d'Isieux tente de faire passer les enfants en Suisse, à la frontière, toute proche. Mais au total, ce 6 avril 1944, 44 enfants âgés de 4 à 17 ans et 7 accompagnateurs seront arrêtés et emmenés à la prison de Montluc. Le soir même, Klaus Barbie, toujours méthodique, toujours zélé, envoie un message au siège de la Gestapo à Paris pour préciser que la déportation aura lieu le lendemain, à Drancy. 42 enfants et 5 éducateurs sont assassinés à leur arrivée à Auschwitz-Birkenau, à l'exception d'une éducatrice qui sera, elle, la seule survivante. Les camions partaient à quel endroit? Ah ben ça, on ignorait. Quand on se tournait, on disait mais les enfants, ils sont où? Mais il n'y a pas d'enfants. Et alors finalement, il y avait des autres baraques, des femmes qui arrivaient, qui étaient des transports précédents, à qui on a fini par poser la question. Mais alors les enfants, où ils sont les enfants? Alors au début, ils ne répondaient pas très volontairement. Et après, il y en a une quand même qui disait mais regarde la cheminée, tu n'as pas compris? Le directeur de la maison d'Isieux et 2 adolescents seront déportés en Estonie, puis fusillés. Quelques mois plus tard, en août 1944, Barbie fait partir de Lyon pour Auschwitz le dernier convoi de déportés, 650 personnes.
Il ordonne aussi l'exécution de 120 détenus de la prison de Montluc, près d'un fort désaffecté dans les environs de Lyon. Pour toutes ces horreurs, Barbie, toujours bien noté par sa hiérarchie, se voit décerner le grade de capitaine. En 1945, quand Adolf Hitler perd enfin la guerre, Klaus Barbie est sur la liste des criminels nazis recherchés par les Alliés. La France d'ailleurs demande officiellement son extradition. Mais le boucher de Lyon est introuvable. Pendant 2 ans, il va se cacher sous de faux noms en Allemagne. Il va vivre de petits boulots, d'expédients, tout en fondant un réseau d'anciens nazis. Par 2 fois, il est arrêté, mais 2 fois, il est relâché. Finalement, Klaus Barbie est embauché par les services de renseignements américains. En pleine guerre froide, ils sont intéressés par son expérience dans la traque des communistes. Mais rester en Allemagne est décidément trop risqué pour Klaus Barbie. Alors, 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Barbie quitte le pays, en douce. Grâce à l'aide du Vatican, il va passer par l'Italie, puis rejoindre l'Amérique du Sud avec une nouvelle identité. Il s'appelle désormais Klaus Altmann. Au service de la CIA, il sillonne le continent à la chasse des communistes pour le compte des dictatures argentines, péruviennes, boliviennes. Comme pendant la guerre, ses méthodes d'interrogatoire sont musclées. Barbie est aussi un homme d'affaires. Il dirige une entreprise d'exploitation de bois et une compagnie maritime qui fait dans le trafic d'armes et de drogue. Barbie pense alors qu'on l'a oublié. Mais un couple, Serge et Beate Klarsfeld, est bien décidé à lui mettre la main dessus. Ce couple a appris qu'un non-lieu avait été accordé à Klaus Barbie en Allemagne par un procureur, comme pour beaucoup de criminels nazis qui ont dirigé la solution finale en France. Les Klarsfeld se sont battus pour demander la réouverture du dossier Barbie. Ils sont convaincus que Barbie se cache quelque part en Amérique du Sud. Il dispose de 2 photos assez intrigantes. L'une montre Barbie, elle a été prise pendant la guerre, et une autre montre un homme d'affaires bolivien qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ces photos circulent dans la presse péruvienne et quelques semaines plus tard, un Allemand vivant à Lima, la capitale du Pérou, communique le nom de cet homme, vous savez, sur la 2e photo. Il s'appelle Klaus Altmann. Ça y est, les Klarsfeld sont convaincus qu'Altmann et Barbie sont une seule et même personne. Ils en veulent pour preuve que les enfants d'Altmann sont nés aux mêmes endroits et aux mêmes dates que ceux de Barbie sur les papiers officiels, comme par hasard. Et c'est une interview qui va permettre de démasquer une bonne fois pour toutes Klaus Barbie. Au début de l'année 1972, le journaliste français qui travaille pour l'ORTF, la télévision publique française, Ladislas de Hoyos, va demander à rencontrer Klaus Barbie pour une interview. Et Barbie va tomber dans le piège tendu par Ladislas de Hoyos. Klaus Barbie, ou plutôt Klaus Altmann, prétend ne pas parler français. Mais lorsque Ladislas de Hoyos lui demande au débotté s'il a vécu à Lyon, là, Barbie se trahit et répond oui en français. Altmann a accepté de répondre à toutes les questions et même de répéter en français certaines phrases du journaliste, car Klaus Altmann a affirmé qu'il ne parlait pas le français. Je n'étais pas à la Gestapo. Si, je n'étais pas à la Gestapo. Non, wieder noch. Je n'étais pas à la Gestapo. Ich spreche so viel Französisch nicht, das kann ich nicht Darf sagen. ich Ihnen helfen? Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Wie war das? Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas
Monseigneur Molly. Et puis un peu plus tard, quand Ladislas de Hoyos, le journaliste, lui montre des photos de Jean Moulin, Barbie les touche, laissant ses empreintes digitales. Parmi les spectateurs de cette émission, la propre sœur de Jean Moulin, Madame Laure Moulin, qui a bien voulu, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous donner en direct ses impressions. D'abord, Madame, avez-vous eu à l'époque des faits qu'on lui reproche, c'est-à-dire il y a déjà maintenant presque 30 ans, avez-vous eu l'occasion de rencontrer ou d'apercevoir Klaus Barbie? Jamais. D'ailleurs, à ce moment où mon frère a été arrêté, il ne venait presque plus nous voir et j'ignorais ses réunions et celle de Lyon en particulier, celle de Caluire. Donc, en somme, on ne peut pas vous demander si vous avez reconnu Klaus Barbie hier. Non, je ne peux pas le dire. Oui. Alors, je vais vous demander vos impressions, si vous voulez bien, Madame, au cours de cette émission télévisée. Eh bien, c'était très émouvant pour moi. Et évidemment, j'ai reconnu, il m'a semblé qu'il y avait une grande ressemblance physique entre la photographie de Klaus Barbie au moment où il était à Lyon et celle de Klaus Altmann au moment où il parlait. Est-ce que je peux vous demander, après vous avoir demandé vos impressions, vos émotions au cours de l'émission d'hier? Je suppose qu'elle vous a tout de même donné un peu la chair de poule, enfin. Toute cette affaire Barbie dont on parle et tout cela rappelle mon émotion, ma douleur d'avoir perdu mon frère. Est-ce que vous... C'est une période qui est pour moi bien pénible. Une question délicate, Madame. Est-ce que vous pensez toujours à la vengeance? Oh non. Non. Oh non. Vous y Moi, avez... je n'ai pas l'esprit de haine, mais je crois que les coupables, ceux qui ont commis des crimes monstrueux, doivent être jugés et punis en conséquence. Peu de temps après, dans une interview à un journal brésilien, Barbie avoue sa véritable identité. Dans cet entretien, il parle d'Adolf Hitler comme d'un génie. Il nie l'existence de la Shoah et il est fier de dire qu'il est venu incognito par 2 fois en France depuis la fin de la guerre, notamment pour fleurir la tombe de Jean Moulin, qui l'a fait assassiner. Klaus Altmann, alors, est-il Klaus Barbie? Il me dit qu'il s'appelle Klaus Altmann et que le nom Barbie, c'est le nom de guerre. C'était le nom de guerre. J'ai parlé avec lui pendant 15 jours. Il m'a raconté toutes ses activités contre la résistance, toute l'activité du commando, toute la manière comme il était obtenu la prison du chef de la résistance, des Moulins, de tous les autres chefs. Pour autant, l'extradition de Barbie vers la France se fait attendre et le bourreau nazi se la coule douce pendant encore 10 ans en Bolivie, protégé par le régime militaire au pouvoir et par les États-Unis en sous-main. Mais après la chute du dictateur bolivien, l'étau se resserre peu à peu. La France livre 2000 mitraillettes à la Bolivie et elle obtient en échange la possibilité d'extrader le bourreau nazi arrêté officiellement par les Boliviens pour escroquerie. Cette fois, c'en est fini. Klaus Barbie est extradé vers la Guyane française, puis en métropole, et au bout de 4 ans, voilà donc Barbie face à la justice à Lyon. Pour la première fois en France, un prévenu est jugé pour crime contre l'humanité, une infraction créée en 1945 par le tribunal de Nuremberg, quand, pour la première fois, des cadres nazis avaient eu à répondre de leurs actes. Quant à l'idée du procès filmé dans son intégralité, elle vient du ministre de la Justice, Robert Badinter, qui justifie ainsi que, je cite, « Vu l'atrocité des faits et le nombre exceptionnel de victimes, le procès s'annonce historique et médiatique. Ne conserver aucune trace pour la mémoire paraît inconcevable. » Fin de citation. 3 faits majeurs sont retenus contre Klaus Barbie. La rafle de l'Union générale des Israélites de France, celle des enfants d'Isieux, puis le dernier des convois qui a quitté Lyon pour Auschwitz en août 1944. À la demande des parties civiles, un 4e chef d'accusation est ajouté, acte d'arrestation, torture et déportation de juifs ou de résistants pris isolément. Mais le 3e jour de ce procès, c'est le coup de théâtre.
Klaus Barbie se lève et lit une déclaration dans laquelle il annonce qu'il refuse d'assister à la suite des audiences, ce qu'il a le droit de faire. Ah oui, je suis malade. Pourquoi n'êtes-vous pas resté? Parce que j'ai été enlevé, je suis bolivien, et j'ai été carrément enlevé. Mais parce que je suis bolivien. Il y a un procès qui continue là-bas. Dites-moi, qui vous a rendu, qui vous a donné Moulin? Non, je ne peux vraiment pas vous le dire. J'ai rien à dire. Ces derniers mots, vous les avez entendus, sont bien de Klaus Barbie s'exprimant en français. Je n'ai rien à dire, affirme-t-il. C'est donc sans lui que les témoins défilent. La plupart des rescapés n'ont jamais parlé de leur vie, ni de ce qu'ils ont vécu, persuadés que personne ne les prendrait au sérieux. Et cela rend leur témoignage d'autant plus bouleversant. Les jours et les semaines passent, et tout le monde sait que Klaus Barbie va être condamné, à commencer par son très médiatique avocat, le ténor du barreau, Jacques Vergès. Vergès, plutôt que de tenter d'innocenter son client, va préférer remettre en cause le droit de faire un procès pour crime contre l'humanité en France. Le 4 juillet 1987, après 6 heures de délibération, le verdict tombe enfin. Bien, accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. Vu la déclaration de la Cour et du jury, condamne à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et le condamne également aux dépens. Klaus Barbie est reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité. Il est condamné à la prison à perpétuité. On attribue à Klaus Barbie 4342 assassinats, 7581 déportations de juifs, ainsi que 14 311 arrestations et actes de torture de résistants en France. Incarcéré dans une prison lyonnaise, Barbie mourra d'un cancer en 1991 et ses cendres seront transportées en Autriche. Le procès et la condamnation de Klaus Barbie vont marquer un tournant dans le devoir de mémoire sur la période de la collaboration en France, et d'autres tortionnaires vont rendre des comptes par la suite. Je pense notamment à Paul Touvier ou à Maurice Papon. Toutefois, parmi les nombreux salauds de cette période, beaucoup ont été inquiétés bien trop tardivement par la justice, souvent même à l'article de la mort. D'autres n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés. Des salauds qui, malgré les atrocités commises, resteront impunis pour l'éternité.